Je m'appelle Elodie. J'ai 27 ans. Et la nuit où ma famille a décidé que je n'étais pas vraiment l'une des leurs a commencé dans un petit bistrot branché du cours Julien, à Marseille. Nous étions censés célébrer la nouvelle promotion de ma sœur. Je suis arrivé dans une robe simple que j'avais achetée en solde, serrant un petit cadeau que je ne pouvais pas vraiment me permettre, mais je me suis dit que ça en valait la peine. La famille, n'est-ce pas? Au moment où j'ai atteint la table, ma sœur a repoussé sa chaise et a élevé la voix juste assez pour que les tables voisines puissent t'entendre. Dégage d'ici. Va trouver une autre table. Celle-ci est pour la famille, pas pour les filles adoptées. Elle a dit ça comme une blague, comme la chute d'une histoire drôle. Les gens assis avec elle ont ri, pas un rire nerveux, pas un malentendu. Un rire franc et facile, comme si c'était une réplique qu'ils avaient déjà entendue et qu'ils trouvaient toujours drôle. Je suis resté là, la chaleur me montant au cou, sentant tous les regards dans mon dos. J'avais vécu avec ces gens pendant plus de 20 ans. Ils m'avaient donné leur nom de famille, leur adresse, leurs règles. Mais à cet instant, ils m'ont rappelé exactement ce que je n'avais jamais eu, une vraie place à cette table. Je ne suis pas parti. Je me suis assise tranquillement au bout de la table et je suis resté pendant qu'ils commandaient les plats les plus chers du menu, hors d'œuvre, cocktails, plats principaux, desserts qu'ils ont à peine touchés. Je savais à quoi ressemblaient mes économies. Je savais ce que représenterait mon prochain paiement de loyer. Quand l'addition est finalement arrivée, le serveur a posé le porte-addition en cuir juste devant moi. 1 900 €. Personne n'a tendu la main. Quelqu'un a juste dit, tu as ce nouveau client maintenant. Tu peux t'en charger. Alors, j'ai souri, j'ai glissé ma carte et j'ai signé. Puis je me suis levé, prête à quitter ce restaurant et peut-être à sortir de leur vie pour de bon. Avant que je vous dise ce qu'il a dit et ce qui s'est passé après que je sois sorti, dites-moi, quelle heure est-il pour vous en ce moment? Et d'où regardez-vous? Je suis curieuse de voir jusqu'où cette histoire voyagera. Quand je suis sorti du restaurant, l'air marin de Marseille semblait plus lourd qu'une heure auparavant, comme si les rues elles-mêmes essayaient de m'avertir que la nuit n'en avait pas encore fini avec moi. Je n'avais pas fait plus de quelques pas quand le son de talons déterminés s'est approché derrière moi, un pas régulier et maîtrisé, rien à voir avec l'énergie chaotique à laquelle je venais d'échapper. Une femme s'est arrêtée à côté de moi, sa présence calme d'une manière qui exigeait l'attention. C'était tante Marguerite, la tante de ma mère, quelqu'un qui avait toujours vécu juste en marge des réunions de famille, polie, distante, jamais méchante, mais jamais particulièrement impliquée dans ma vie non plus. Elle n'a pas touché mon bras ni fait le tour pour me réconforter. Elle est simplement restée là assez longtemps pour que le bruit à l'intérieur du bistrot s'estompe derrière nous. Je l'ai suivie jusqu'à sa voiture parce que je ne savais pas quoi faire d'autre avec le vide qui se propageait dans ma poitrine. Elle n'a offert ni sympathie ni excuse pendant le court trajet. Il n'y avait rien de sentimental là-dedans. Elle m'a juste dit de venir chez elle avec elle, son ton assez ferme pour que refuser ne semble pas être une option. Son appartement en ville donnait sur les lumières qui se déversaient sur la rade de Marseille, mais j'ai à peine remarqué la vue. Marguerite a fait un geste vers la table de la cuisine, et je me suis assise parce que la structure consistant à suivre des instructions simples me semblait plus sûre que de penser au dîner que je venais d'endurer. Elle m'a rejointe après avoir posé son sac. Ses mouvements étaient lents d'une manière qui n'était pas fatiguée mais prudente, comme si elle essayait de ne pas déranger quelque chose de fragile en elle. Je ne l'avais jamais vue de près plus de quelques minutes lors d'un événement festif. Pourtant, être assise en face d'elle maintenant me paraissait étrangement naturel, comme si elle avait déjà pris une décision bien avant ce soir. Elle m'a dit qu'elle avait observé le déroulement de la soirée depuis le bar. Elle m'a dit qu'elle avait tout entendu. Elle n'a pas élevé la voix à ce sujet. Elle n'a dramatisé aucun détail. Elle l'a juste dit avec le même ton que l'on utiliserait pour parler de la météo. Mais d'une manière ou d'une autre, ce calme avait plus de poids que les cris à l'intérieur du restaurant. Puis elle a expliqué quelque chose que je ne m'attendais pas à entendre de qui que ce soit, et encore moins de quelqu'un qui n'avait jamais fait partie de ma vie quotidienne. Elle a dit qu'elle ne voulait pas me voir retourner dans un endroit où j'étais traité comme un accessoire. Elle a dit qu'elle s'était tenue à l'écart assez longtemps et que les gens qui m'avaient élevé avaient perdu le droit de parler de la famille avec autorité. Il n'y avait aucune chaleur dans ses mots, mais aucune cruauté non plus, seulement une clarté tranchante qui ne laissait aucune place au doute. Elle m'a conseillé de rester avec elle pendant un certain temps, au moins jusqu'à ce que je puisse penser sans que la douleur de l'humiliation n'obscurcisse tout. J'ai accepté, non pas parce que je comprenais ses motifs, mais parce que l'alternative était de retourner dans une maison qui n'avait jamais semblé en être une. Plus tard cette nuit-là,
alors que j'étais allongé dans sa chambre d'amis, fixant un plafond que je ne reconnaissais pas, j'ai réalisé que c'était le premier espace calme que j'avais jamais occupé sans me sentir comme une invitée dans ma propre vie. Je ne savais pas ce que Marguerite prévoyait ni pourquoi elle s'était manifestée maintenant, mais la certitude dans sa voix persistait, stable et inébranlable, me laissant avec le sentiment que rien dans mon avenir ne se déroulerait comme mon passé. Le matin est arrivé avec une quiétude sourde qui ne correspondait pas au tumulte dans ma poitrine. Je suis entré dans le salon, m'attendant à moitié à ce que le silence se dissolve en quelque chose de reconnaissable, mais plus rien ne me semblait familier. Marguerite était déjà assise à la table de la salle à manger, la posture droite, un dossier posé devant elle comme si elle avait attendu le moment exact où j'entrerais. Un homme se tenait à côté d'elle, l'avocat Henri Lambert, présenté avec un bref signe de tête qui m'a dit qu'il n'était pas là pour une conversation informelle. Il a ouvert le dossier sans bavardage. Le mouvement était précis, exercé, presque clinique. J'ai pris le siège en face de lui, me préparant instinctivement, même si je n'avais aucune idée de ce à quoi je me préparais. Des papiers ont glissé sur la table, chaque document marqué de chiffres et de signatures qui portaient plus de poids que l'encre ne le suggérait. Maître Lambert a commencé à exposer une histoire que je n'avais jamais su m'appartenir, une fiducie financière établie par mes parents biologiques, destinée à assurer mon éducation, mes soins de santé et ma stabilité jusqu'à l'âge adulte. Les chiffres étaient substantiels, bien au-delà de tout ce que j'avais imaginé en enchaînant les petits boulots pendant le lycée. Pourtant, selon les dossiers, la fiducie avait été consultée à plusieurs reprises par ma mère, Isabelle, et mon père au fil de nombreuses années. Des retraits étiquetés comme « dépenses familiales » étaient systématiquement acheminés vers des comptes dont je n'avais jamais entendu parler. Mon pouls s'est accéléré tandis que Maître Lambert continuait, sa voix égale mais inflexible. Les détails frappaient avec une clarté nette. J'avais grandi en comptant les manuels usés, en rapiéçant de vieilles baskets, en me convainquant que ma place dans le foyer venait avec des limites dont je devrais être reconnaissante. Et pendant que j'apprenais à me faire petite pour ne pas être un inconvénient, ma sœur, Camille, et mon frère, Thomas, avaient prospéré d'une manière que je ne pouvais jamais expliquer. Nouveau programme, tutorat privé, voyage hors de l'État présenté comme des nécessités. Maintenant, l'explication se trouvait à quelques centimètres de mes mains dans un dossier de relevé juridique. J'ai senti mon souffle se couper, non pas par surprise, mais par la confirmation silencieuse qu'une vérité que j'avais longtemps pressentie se matérialisait enfin. La fiducie avait été vidée pour tout, sauf le but pour lequel elle était destinée. Maître Lambert n'était pas ému en le signalant. Il n'en avait pas besoin. Les chiffres portaient leur propre ton, dépouillés de toute interprétation. Marguerite me regardait fixement, son expression indéchiffrable mais inébranlable. Elle n'a pas interrompu, n'a rien adouci. Elle a laissé l'information atterrir là où elle le devait. Quand Maître Lambert a terminé, il a refermé le dossier avec le même mouvement contrôlé qu'il avait utilisé pour l'ouvrir, laissant le poids de la révélation fermement en ma possession. Je n'étais pas sûr de la réaction que j'attendais de moi-même, colère, incrédulité, chagrin. Au lieu de cela, il y eut une clarté inattendue. Des morceaux de mon enfance, dispersés et déroutants, ont commencé à se mettre en place avec une précision qui semblait presque cruelle. Les vacances dans les friperies, les leçons sur le budget, la culpabilité attribuée à chaque demande que je faisais, rien de tout cela ne correspondait à l'image peinte par la valeur originale de la fiducie. Avant que je puisse organiser la tempête qui grondait dans ma poitrine, Maître Lambert a expliqué les prochaines étapes qui s'offraient à moi, chacune ancrée dans la documentation plutôt que dans l'émotion. Marguerite n'a rien ajouté à son explication. Elle a seulement signalé qu'elle soutenait le chemin que je choisirais. Et pour la première fois, j'ai senti que la vie que je pensais comprendre avait été construite sur des fondations que je n'étais jamais censé voir. Les jours qui ont suivi se sont installés dans un rythme étrange, comme si ma vie avait été vidée et remplie à nouveau d'ombres projetées par des gens que je ne reconnaissais plus. Marguerite s'occupait de la plupart des conversations avec Maître Lambert pendant que je restais dans son appartement, répondant aux courriels de clients et prétendant que la routine pouvait encore me protéger. Mais la vérité continuait de presser aux confins de chaque moment de calme, la fiducie, les retraits, les années à prétendre que mon enfance était simplement à court d'argent. Puis le monde extérieur a commencé à frapper à la porte. Cela a commencé par des appels de numéros que je ne reconnaissais pas. Au début, je les ai laissés aller sur la messagerie vocale, supposant que c'étaient des collecteurs de factures ou des erreurs de numérotation. En milieu de journée, le schéma a changé. Un message mentionnait des déclarations faites par votre famille. Un autre demandait des éclaircissements concernant une publication en ligne.
J'ai de nouveau vérifié mon téléphone, et les notifications continuaient de s'accumuler. Quelqu'un avait remué quelque chose, et quoi que ce soit, ça se propageait vite. Le soir venu, Maître Lambert est arrivé pour rencontrer Marguerite, son ton plus sec qu'auparavant. Il a expliqué que ma mère, Isabelle, et mon père, François, avaient tenté de présenter la situation publiquement, se présentant comme des tuteurs qui avaient soutenu un enfant difficile et qui étaient maintenant exploités par une influence extérieure. Il n'avait pas mentionné mon nom directement, mais l'implication était indubitable. Le récit était clair, j'étais ingrate, opportuniste, indigne. Mon estomac s'est noué alors que Maître Lambert décrivait la rapidité avec laquelle ces affirmations pouvaient s'intensifier. Sans preuve pour les contrer, la perception pouvait se solidifier avant que la vérité n'ait eu la chance de respirer. Il n'était ni dramatique ni alarmiste, juste factuel. Les faits, j'étais en train de l'apprendre, pouvaient être impitoyables sans jamais élever la voix. Plus tard dans la nuit, un autre message est arrivé, cette fois d'une journaliste locale, Jeanne Martel, connue pour ses enquêtes sur les conflits familiaux et les litiges successoraux. Elle disait avoir reçu des documents et des déclarations et voulait m'offrir l'opportunité de contribuer à elle, image complète. Sa formulation ne contenait aucune chaleur, seulement une curiosité professionnelle, mais c'était suffisant pour confirmer que ma famille avait fait escalader les choses au-delà de l'attention privée. J'ai fixé le message, incertaine si répondre aiderait ou jetterait de l'huile sur le feu. Marguerite est entrée à ce moment-là, remarquant l'écran avant que je puisse le retourner. Elle n'a pas posé de questions. Elle m'a simplement dit que le silence ne me protégerait pas maintenant. Éviter la conversation permettrait aux autres de me définir avant que je ne puisse me définir moi-même. Sa certitude m'a déstabilisé, non pas parce que je doutais d'elle, mais parce que je n'avais jamais été encouragé à parler pour moi-même auparavant. Ma voix avait toujours été la plus silencieuse dans n'importe quelle pièce, conditionnée pour éviter les conflits à tout prix, mais le conflit était maintenant arrivé sans attendre mon consentement. Maître Lambert a suggéré une approche contrôlée, participer à une interview formelle, avec des documents présents et la capacité de vérifier chaque affirmation. L'idée semblait étrangère et écrasante. Pourtant, quelque chose en moi s'y est aligné, une petite partie stable qui reconnaissait qu'on me demandait enfin de défendre ma propre vie plutôt que de justifier ma place dans celle de quelqu'un d'autre. La décision n'a pas été impulsive. Elle s'est installée progressivement, façonnée par la connaissance que ce cachet ne ralentirait pas l'élan que ma famille avait déjà créé. À la fin de la nuit, j'ai accepté l'interview, non par ambition ou par vengeance, mais parce que la vérité m'avait porté jusqu'ici, et le silence ne m'avait rien offert. Le studio où l'interview serait filmée était niché dans un entrepôt rénové à la périphérie du cours Julien, le genre d'endroit où les murs se souvenaient encore de leur passé industriel même après avoir été repeints. Entrer à l'intérieur, c'était comme pénétrer dans un monde construit pour l'examen. Des lumières vives suspendues au-dessus de nos têtes. Des câbles serpentant sur le sol. Des silhouettes silencieuses ajustant l'équipement avec une précision exercée. Rien de tout cela ne ressemblait au chaos de ma maison d'enfance, pourtant le serrement dans ma poitrine avait la même forme. Un homme s'est approché, se présentant comme le producteur Daniel Morin, offrant une explication calme du processus de tournage. Son ton était régulier, impersonnel, presque apaisant dans sa neutralité. Il n'était pas là pour me réconforter. Il était là pour construire un segment que les téléspectateurs regarderaient sans connaître le poids derrière chaque détail. Cette prise de conscience m'a plus rassuré que toute autre chose. Il n'y avait aucune attente de sympathie, seulement de l'exactitude. Marguerite était assise à proximité, pas devant la caméra, mais assez près pour que je puisse sentir sa présence ancrer la pièce. L'intervieweuse s'est positionnée en face de moi, sa posture professionnelle, son carnet déjà ouvert. Ce n'était pas Jeanne Martel, la journaliste qui m'avait contacté au départ, mais quelqu'un de plus en vue, quelqu'un dont la couverture façonnait souvent l'opinion publique plutôt que de simplement la capturer. J'ai senti la pression changer subtilement, comme si le terrain sous la conversation s'était élargi. Une fois les caméras en marche, les questions ont commencé directes mais contrôlées, pas intrusives pour le simple plaisir du spectacle. Elles portaient sur mon éducation, les conditions entourant l'adoption, ma compréhension des questions financières, et les événements qui ont mené à ma décision de rester avec Marguerite. On ne m'a jamais demandé si j'aimais ma famille. On m'a demandé si j'avais été soutenu par eux. C'était une distinction qui a atterri avec une force inattendue. Maître Lambert était sur le côté, surveillant chaque question avec une vigilance tranquille. Il n'est pas intervenu, mais la conscience de sa présence fonctionnait comme une ligne de démarcation,
me rappelant que je ne naviguais pas seul dans cette épreuve. Au fur et à mesure que l'interview avançait, j'ai senti quelque chose changer en moi, la libération d'années passées a ravalé mon malaise. Plus l'intervieweuse insistait pour obtenir des éclaircissements, plus je réalisais à quel point ma vie avait été façonnée par le silence. Au milieu du tournage, la porte du studio s'est ouverte brusquement. La perturbation n'était pas bruyante, mais le changement dans l'air, le mouvement soudain dans un environnement contrôlé, a attiré tous les regards dans la pièce. Ma sœur, Camille, est entrée, l'expression tendue, les épaules rigides, comme si elle croyait que sa seule arrivée pouvait recalibrer le récit. Elle n'était pas invitée. Elle ne faisait pas partie de la production. Pourtant, elle a marché vers l'équipement avec une confiance qui suggérait qu'elle s'attendait à ce que les caméras se tournent vers elle. L'équipe s'est figée, incertaine mais prudente. Camille a commencé à parler fort, insistant sur le fait que l'histoire enregistrée était incomplète, accusant la production de manipulation. Sa voix s'est aiguisée à chaque phrase, les mots sortant trop vite, poussés par quelque chose de frénétique plutôt que de délibéré. Puis elle a dit la chose qui a percé le calme contrôlé de la pièce, insistant sur le fait que l'argent pris de la fiducie avait été un juste retour pour avoir élevé quelqu'un qui n'était pas des nôtres à l'origine. Un silence a suivi, non pas parce que quelqu'un était d'accord, mais parce que le poids de sa déclaration a absorbé l'air autour de nous. Les caméras tournaient toujours. Chaque syllabe avait été capturée sans intention, sans répétition et sans protection. Je n'ai ressenti aucun triomphe, aucune satisfaction, seulement une clarté stable et apaisante. La vérité avait enfin parlé sans mon aide. Les jours entre l'enregistrement et l'audience semblaient suspendus dans une étrange immobilité, comme si l'air lui-même attendait que quelque chose d'irréversible se produise. Les convocations, les déclarations et les dépôts se déplaçaient à travers le système juridique avec une discipline que je n'avais jamais connue dans aucune partie de ma vie de famille. Il n'y avait pas de cris, pas de portes claquées, pas d'explications teintées de culpabilité, juste des documents, des dates et des procédures qui avançaient avec une inévitabilité constante. Au moment de l'audience, le bruit émotionnel qui accompagnait habituellement tout ce qui concernait ma famille adoptive avait été remplacé par une anticipation plus vive et plus silencieuse. Le palais de justice du centre-ville de Marseille ne ressemblait en rien aux pièces où s'étaient déroulées les disputes de mon enfance. Il portait une gravité qui ne reposait pas sur l'intimidation. Les murs ne résonnaient pas d'histoire personnelle, ils maintenaient simplement le processus en place. Maître Lambert marchait à mes côtés, offrant de brèves instructions sur où m'asseoir et comment le programme se déroulerait. Son calme me semblait être une structure sur laquelle je pouvais m'appuyer sans crainte qu'elle ne s'effondre. À l'intérieur de la salle d'audience, la distance entre les tables semblait plus grande qu'elle ne l'était vraiment. Ma mère, Isabelle, et mon père, François, étaient assis raidement, leur posture trahissant une sorte de fierté blessée. Ma sœur, Camille, et mon frère, Thomas, évitaient mon regard, leurs expressions figées dans un mélange de défense et de malaise. C'était la première fois que je les voyais depuis l'enregistrement, et la formalité de la pièce les rendait plus petits en quelque sorte, non pas en stature, mais en certitude. Le juge a lu les soumissions avec une attention qui ne laissait aucune place à l'interprétation. Les documents de la fiducie ont été examinés. L'historique des retraits a été analysé. Le but initial a été clairement exposé. Rien dans la présentation n'était émotionnel. Même les images de l'interview ont été traitées comme une pièce à conviction, pas un spectacle. L'éclat de Camille, capturé nettement par les caméras, a été diffusé sans commentaire. Sa voix a rempli la pièce un instant, dépouillée du chaos qui l'avait accompagnée. La déclaration portait son propre poids, inchangé, indéniable. Maître Lambert a présenté notre version avec la même précision mesurée qu'il avait montrée depuis le début. Il ne m'a pas dépeinte comme une victime ni n'a élevé Marguerite au rang de figure héroïque. Il a simplement mis les faits en ordre, les uns après les autres, jusqu'à ce que le récit des 2 dernières décennies devienne impossible à présenter comme un malentendu. Le langage était clinique, le ton régulier. La vérité, ai-je réalisé, n'a pas besoin d'embellissement pour être puissante. Lorsque le juge a rendu sa décision, la pièce a semblé se rétrécir autour de chaque mot. La décision était ferme. La tentative de contester les décisions de Marguerite concernant sa succession a été rejetée. Les retraits de la fiducie ont été jugés inappropriés, nécessitant un remboursement intégral, y compris les montants accumulés calculés au fil des ans. La décision n'a pas attribué de malveillance, elle a attribué la responsabilité. Et à ce moment-là, la responsabilité portait plus de conséquences que le blâme n'en aurait jamais pu.
Isabelle a pressé une main contre sa bouche comme pour se stabiliser. François regardait droit devant lui, la mâchoire serrée, le verdict s'abattant sur lui comme un poids inattendu. L'expression de Camille a vacillé d'incrédulité, tandis que Thomas semblait se recroqueviller sur sa chaise. Je n'ai pas ressenti de triomphe. Je n'ai pas ressenti de justification. Ce qui s'est installé en moi était une réalisation plus silencieuse, quelque chose qui aurait dû être fait depuis longtemps avait enfin été reconnu par quelqu'un ayant l'autorité de le nommer. Lorsque le juge a levé la séance, la pièce s'est vidée dans une sorte de silence respectueux. Personne ne m'a interpellé. Personne n'a essayé d'expliquer ou de s'excuser. Leur absence, pour la première fois, a semblé être la fermeture d'une porte que je n'avais jamais été autorisé à toucher avant aujourd'hui. Dans les semaines qui ont suivi la décision, la forme de ma vie a changé silencieusement, comme si le monde avait été réarrangé pendant que je ne regardais pas. Le bruit entourant l'affaire s'est estompé en un bourdonnement lointain, remplacé par un rythme plus stable qui laissait place à des décisions que je n'avais jamais imaginé prendre. Aucun événement dramatique n'a annoncé le changement. Il s'est installé progressivement, porté par la simple connaissance que les fondations sous mes pieds m'appartenaient enfin. La santé de Marguerite a décliné avec une douceur qui ne demandait pas de sympathie. Elle se comportait avec la même résolution calme qu'elle avait montrée depuis la nuit où nous avions quitté le restaurant, guidant ses affaires avec une clarté qui rendait chaque étape intentionnelle. Je suis resté proche, non par obligation, mais par un lien qui s'était renforcé de manière inattendue. Sa présence était devenue une sorte de gravité subtile, stabilisante, indubitable. Quand elle est décédée, le moment a été calme. Il n'y a pas eu de lutte, pas de pause dramatique, seulement une douce expiration qui a marqué la fin d'une vie définie par des choix qu'elle expliquait rarement. Je me suis occupé des arrangements avec le soutien de Maître Lambert, sentant le poids de la responsabilité sans être écrasé par lui. Le deuil n'est pas arrivé comme une tempête. C'est venu comme une douleur constante, mêlée de gratitude pour le fait qu'elle avait choisi d'entrer dans ma vie quand elle l'a fait. La succession a été transférée sans litige. La clarté juridique ne laissait aucune place à la contestation. J'ai utilisé une partie de l'héritage pour créer une petite fondation visant à soutenir les enfants en famille d'accueil, offrant du tutorat, des conseils financiers et des ressources que j'aurais souhaité avoir autrefois mais que je n'ai jamais reçues. La construire a donné forme aux années qui semblaient perdues, les transformant en quelque chose avec une direction plutôt qu'un regret. Des nouvelles de ma famille adoptive ont fait surface occasionnellement. Ma mère, Isabelle, a perdu son poste administratif après que le jugement financier soit devenu public. Mon père, François, est retourné au travail posté, incapable de trouver quelque chose de plus stable. Ma sœur, Camille, a eu du mal à trouver un emploi, chaque entretien semblait se terminer une fois que son implication dans l'affaire était mentionnée. Mon frère, Thomas, a déposé le bilan en quelques mois. Leurs vies se sont rétrécies sous le poids des conséquences, chaque résultat étant directement lié à des décisions qu'ils avaient insisté pour qualifier d'inoffensives. Aucun d'eux n'a pris contact pour s'excuser. Quand des messages sont apparus, c'était sous forme de demandes indirectes, des questions sur une aide temporaire ou des opportunités de repartir à zéro. J'ai bloqué chacun d'eux sans hésitation. Il n'y avait plus rien à clarifier. La distance, autrefois quelque chose qui m'était imposé, était devenue une limite que j'avais enfin le droit de choisir. Mes propres journées se sont remplies de travail, de réunions et de la satisfaction tranquille de voir la fondation prendre forme. Je ne cherchais pas la réconciliation ou la vengeance, je voulais la stabilité. Et pour la première fois, je la sentais se former autour de moi d'une manière qui ne dépendait de l'approbation de personne d'autre. Le passé ne dictait plus la structure de mes décisions. Il les informait simplement. Et quelque part au sein de ce rythme régulier, j'ai compris que partir n'avait jamais été une question de prouver quoi que ce soit. Il s'agissait de récupérer l'espace pour définir une vie qui avait autrefois été conçue sans ma participation. En fin de compte, l'histoire d'Élodie rappelle aux spectateurs que la famille se définit par la conduite, non par les titres. La trahison peut blesser profondément, mais la responsabilité porte sa propre justice. Elle a choisi la protection plutôt que la proximité, la vérité plutôt que le silence, et le respect de soi plutôt que la loyauté forcée. Sa décision de briser le cycle montre que la guérison commence souvent par la distance. Merci d'avoir écouté son histoire. Si elle vous a touché, pensez à partager vos réflexions et prenez un moment pour réfléchir aux limites qui protègent votre propre paix.